Salut tout le monde, bienvenue au balado de tennis à la volée. C'est le sujet d'actualité internationale et puis par la force des choses, on n'a pas le choix, ça touche aussi l'ensemble des sports et puis le tennis aussi. Euh, la nouvelle est tombée dimanche soir vers 21h30. La menace de la propagation du coronavirus a eu raison du tournoi d'Indian Wells, donc laissant un paquet de questions en suspens pour la suite des choses. Maxime Tousignan, j'imagine que tu as été aussi surpris que moi, puis ça a été un peu la consternation là, quand on a su que le cinquième tournoi en importance, autant du côté ATP et WTA, était annulé. Effectivement, la nouvelle est tombée. En fait, on était tous les deux dans la salle des nouvelles lorsqu'on a vu la nouvelle. On se préparait d'ailleurs un peu tranquillement pour le podcast cette semaine, pour notre balado, l'émission, comment on allait amener le tout, le début d'Indian Wells. Tu l'as mentionné, cinquième majeur en soi de la saison. Donc, on avait bien hâte de le voir en marche. La Canadienne Leylah Fernandez qui venait d'avoir également une invitation des organisateurs en raison de ses excellents résultats dans les dernières semaines. Donc, on avait bien hâte de voir ce tournoi commencer. La nouvelle qui tombe dimanche soir, le tournoi qui est annulé en raison, tu l'as mentionné, de cette épidémie, maintenant pandémie du coronavirus. Donc, beaucoup de discussions à avoir un peu. Là, c'est également de savoir la suite des choses. Là. Indian Wells, c'est annulé pour cette année. Alors, du moins, le moment, là, il parlait sur le coup peut-être de vouloir le replacer plus tard, mais là, tout le calendrier, WTA, ATP, tous les circuits sont chamboulés. Là, on se demande qu'est-ce que Miami va faire. On a vu d'autres tournois qui ont déjà pris des décisions, en fait, selon les réglementations des politiciens. Exactement, à huis clos. Là, on parle en Espagne, donc ça pourrait toucher éventuellement, si la mesure tient, en avril, le tournoi de Barcelone, également le Masters 1000 du côté de Madrid. Donc, ça va être de voir aussi pour la suite des choses des tournois, mais c'est véritablement un dossier qui est en cours et qui est en évolution constante. Ben oui, ça a tellement évolué justement depuis dimanche soir. Autant ça a été la désolation, la consternation, probablement que, autant chez les partisans que les joueurs d'apprendre que ça n'avait pas lieu. Mais finalement, avec du recul, on se rend compte que la menace est tellement réelle de la propagation que probablement que c'était la décision sage à prendre malgré l'état de surprise dans lequel ça nous a amené. Une qui était présente sur les lieux et puis qui était une des rares journalistes d'ailleurs, elle saura me le confirmer, qui était déjà là sur les lieux à Indian Wells, c'est notre collaboratrice Stéphanie Maz qui est toujours là-bas en Californie. Stéphanie, on ne sait pas trop par où commencer, mais j'ai envie de te demander, pour commencer, comment un peu a été la réaction de tout le monde face à ça. Ça a été quand même ce qu'on dit à la 11e heure, tout ça, c'était comme à 12 heures du début des qualifs. Ça a vraiment été une décision qui a été prise à la toute dernière minute. Oui, c'était compliqué un peu. Écoute, on voyait ça venir quand ils ont commencé à prendre des mesures pour l'hygiène et tout ça, pour la santé durant le tournoi de Challenger qui a eu lieu la semaine dernière. Déjà, c'était un signe. Puis je me suis dit, écoute, ils vont tout faire pour essayer de rassurer les autorités gouvernementales ou qui que ce soit là, qui vont faire tout ce qui est possible. Puis il n'y avait carrément pas le choix. Là. C'est pas compliqué. Et puis là, mais là, à un moment donné, il avait annoncé qu'il y avait 250 stations de purificateurs qui allaient être distribués sur le site, et puis ça s'est pas produit. Et puis on m'a dit que la compagnie qui devrait les fournir avait annulé la commande, faute de stock. Même les hôpitaux avaient de la misère. J'ai dit, ça c'est un problème. Et puis là, j'ai eu un message de quelqu'un qui travaille dans la télévision, qui reste à Los Angeles, dans le coin de Los Angeles, qui s'est déjà dirigé chez eux parce qu'ils avaient entendu que c'était annulé. Puis ça, c'était plusieurs heures avant, puis que j'avais l'article prêt à sortir, mais c'est pas le genre de choses que tu veux. Si tu veux pas avoir tort, hein? Il faut vraiment être à 100% sûr de son affaire. Alors, finalement, il fallait attendre. Ils ont fait des réunions, mais c'était vraiment une décision de dernière minute. Ça se comprend parce que, écoute, il y a tellement de choses, il y a tellement d'enjeux là-dedans, et puis si jamais ils annulent le tournoi sans avoir, disons, des directives du gouvernement, bien là, on parle de police d'assurance, toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte. Puis je pense que c'est ça qui se passe à Miami aussi. Alors, dès qu'il y a eu un cas confirmé dans la région, et puis je pense qu'ils ont entendu qu'il y en avait d'autres aussi qui n'avaient pas été annoncés, bien là, ils ont pris la décision. Puis après ça, c'est de la logistique à l'extrême. Puis on peut comprendre effectivement la désolation des joueurs, c'est évident. C'est leur gagne-pain de jouer au tennis puis de remporter des matchs. Mais je pense qu'il faut relativiser tout ça. Là. Sur le coup, plusieurs ont parlé sous le coup de l'émotion. Je pense
Je pense notamment, voyons, est-ce que je vais dire son nom, Flipkens, qui a été une des premières à se prononcer là-dessus. C'est sûr qu'avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a tellement d'événements sportifs dont l'horaire va être bouleversé parce que c'est une seule des sphères qui est concernée par tout ça, que finalement, c'est un peu, c'est un peu des problèmes du premier monde, si on veut, tout ça pour utiliser une expression anglophone. Oui, mais je pense aussi ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des réunions avec le conseil des joueurs qui représente les joueurs des deux côtés qui se sont passées. Je sais que Gabriel Dabrowski y était parce qu'il y avait une levée de fonds, puis tous les joueurs canadiens étaient présents, un couple riche qui reste dans le coin, qui faisait une levée de fonds pour un centre en Colombie-Britannique, et puis elle n'a pas pu se présenter là-bas parce qu'elle était en réunion. Et puis, d'après ce que je peux voir, d'après ce que j'ai pu savoir, les conseils des joueurs ont été d'accord pour annuler l'événement, mais je pense que la plupart des joueurs ne l'étaient pas. Donc, il y a peut-être un petit peu de malentendu de ce côté-là, que les joueurs n'avaient pas été consultés. Je pense que c'était peut-être le problème de Flipkens. Qu'elle ait vu la nouvelle sur Twitter, ben c'est son problème, ça ne check pas ses emails quand même. Là. Mais c'est un petit peu ça. Mais en même temps, il faut prendre les décisions qui s'imposent, puis il n'y a vraiment rien que la WTA ou l'ATP aurait pu faire s'ils décident d'annuler l'événement, là, s'ils n'ont pas le choix de le faire. C'est ça que c'est ça. Exactement, c'était clairement leur dernier recours, là, rendu là. Exactement. Mais le problème, par contre, c'est que c'est ça qu'ils ont assez bien traité les joueurs. Écoute, j'étais là hier parce qu'ils m'ont escorté sur le site pour vider mon casier, là, parce qu'ils ont banni les médias après qu'ils ont annulé le tournoi. C'était bon. Il y a pas mal de joueurs qui étaient là encore en train de s'entraîner parce que là, ils savent pas où aller. Est-ce qu'ils vont à Miami? J'imagine que non. Mais là, tu fais quoi? Tu retournes à la maison? Est-ce que si tu restes en Europe? Tu sais, ça, c'est beaucoup de monde qui viennent de pas mal loin. Puis s'il n'y a pas d'Indianoise, puis s'il n'y a pas de Miami, bien, aussi bien de retourner à la maison. Mais il faut être sûr, il faut attendre. C'est compliqué de ce côté-là. Et puis, on parle même pas du côté financier. Je pense que l'ATP, j'ai vu qu'ils ont dit qu'ils allaient donner la bourse de premier tour à tous les joueurs. Et puis, ils ont fourni les chambres d'hôtel pour les joueurs et les services sur place jusqu'à lundi prochain. Mais après ça, écoute, c'est une incertitude totale. Ouais, j'ai le goût tout simplement de te relancer d'ailleurs sur cette compensation qui est offerte aux joueurs, de ce que tu vois, peut-être de ce que tu connais. Est-ce que tu trouves que c'est assez ou c'est une mesure, en effet, qui doit être prise rapidement et qui doit compenser pour les joueurs en ce moment? Mais là, ça pourrait devenir compliqué si d'autres tournois, eux, décident soit d'annuler également. Ils ne peuvent pas faire ça à longueur d'année non plus, commencer à donner les bourses de premier tour à tout le monde sans qu'il y ait de compétition véritablement. Ben écoute, ça démontre la différence entre le tennis et les sports d'équipe, exemple, où les joueurs sont les employés de l'équipe et qui ont des contrats garantis en grande partie. Alors là, on parle de contracteurs, de sous-contracteurs, de travailleurs autonomes qui sont pas payés s'ils travaillent pas. Écoute, il y a beaucoup de journalistes qui sont dans cette situation-là aussi, hein. Et puis c'est pas nécessairement le problème des circuits, de les dédommager pour ça. Et puis, en même temps, écoute, les circuits eux-mêmes perdent beaucoup de revenus. Là. Quand tu parles, exemple, du tournoi des Liénoises qui reçoit des revenus de droits de diffusion et de tout le reste, ben, on parle même pas des 450 000 personnes qui arrivent sur site puis qui dépensent à profusion pendant 2 semaines. Ils ont déjà beaucoup de coûts à assumer. Et puis, les assurances, c'est difficile à dire ce que ça va couvrir, ce que ça va pas couvrir, mais il y a des problèmes encore au-delà de ça parce que tu peux pas prendre des décisions rapidement. Si c'était juste l'annulation d'un tournoi, OK, ça va. Là, tu peux prendre des mesures, tu peux regarder ce qu'on va faire pour les classements, exemple, parce que quand tu regardes quelqu'un comme Bianca Andreescu qui perd son 1000 points de son titre de 2019 et puis qui a pas même si elle s'est désistée du tournoi, mais disons qu'elle allait jouer, elle n'avait pas la chance de défendre ses points. C'est le cas pour tous les joueurs et toutes les joueuses. Mais si c'est juste un tournoi, ben là, tu peux prendre une décision. Mais là, d'après ce que j'entends, écoute, ils sont pas loin de clôturer les tournées professionnelles là, pendant des mois, là, peut-être jusqu'à Wimbledon, là, à travers la saison de terre battue en Europe. C'est pas loin de ça, je dirais, parce que tu peux pas, exemple, écoute, Madrid, en Espagne, il y a beaucoup de tournois déjà annulés là-bas. En Italie, il y a Rome, le Masters 1000. Italie, oublie ça. La France, c'est déjà compliqué. Et puis, ils sont en arrière des autres pays, point de vue d'expansion de la portée du virus.
Alors, tu peux pas avoir certains tournois, pas en avoir d'autres. Si jamais tu annules un tournoi, ben là, les joueurs n'ont pas la chance de jouer, exemple, à un tournoi qui ne serait pas encore annulé. Alors, tu as certains joueurs qui pourraient jouer, tu as certains joueurs qui peuvent pas se rendre au tournoi. C'est rendu injuste pour tout le monde, là. Alors, à mon avis, c'est soit on les joue tous ou on n'en joue pas du tout. Il n'y a presque pas d'autres décisions logiques. Oui, tu l'as dit, le mot-clé de cette situation-là, c'est probablement incertitude. On est dans le néant par rapport à plusieurs éléments de tout ça. Puis, oui, on a parlé du fait que c'est quasiment impossible de remettre des chèques constamment à des joueurs comme ça pour des tournois sans qu'ils s'y présentent, sans qu'ils soient joués. Il y a aussi une incertitude pour les organisateurs des tournois dans un sport où c'est tellement important, les recettes au guichet. Est-ce qu'il y a vraiment un point à faire pour organiser un tournoi à huis clos alors que c'est tellement important les revenus par rapport au full, au tennis? Il y a d'autres sports pour lesquels c'est moins important. Il y a d'autres sources de revenus. C'est pour ça que, notamment au soccer, on voit déjà des matchs qui sont joués sans partisans présents. Pour le tennis, c'est un peu une autre histoire par rapport à la viabilité économique. Hein? Exactement. Il y a ça. Je pense que des grands sports d'équipe en Amérique du Nord, je pense que c'est peut-être le hockey qui est le plus touché parce qu'ils prennent une plus grande proportion de leurs revenus des billets vendus. Et puis, mais dans le cas d'un tournoi de l'envergure de Roland Garros ou de l'envergure d'Indian Wells, écoute, c'est immense. Et puis, c'est pas une question de jouer ça à huis clos parce que si c'est, disons, une partie de hockey qui est dans un aréna, tu as un certain montant de quelques gardes de sécurité, tu as du personnel, tu as quelques joueurs, c'est un niveau. Mais quand tu parles d'Indian Wells, écoute, le site est immense. On parle de centaines de joueurs. On a besoin d'arbitres, on a besoin de chasseurs de balles, on a besoin d'officiels, on a besoin de tout ça. Alors, c'est beaucoup de monde. Et puis, on parle même pas des productions de télévision, les productions techniques. Alors, finalement, ça résout pas le problème parce que l'envergure de l'événement dit qu'en partant, tu vas avoir 1000 personnes sur le site minimum, je dirais même sans spectateurs. Alors, je dirais que c'est pas mal compliqué. Et puis, finalement, je sais qu'ils en ont discuté assez en longueur. Je sais que certains intéressés voulaient que ça se passe comme ça, mais je pense pas que, point de vue c'était vraiment réaliste comme option. Également, si on place aussi les organisateurs de différents tournois dans cette situation de devoir continuer au cas par cas, ça devient, il me semble, presque impossible à gérer. Ensuite, si on se dit, par exemple, Miami qui décide de tenir le tournoi, ensuite, c'est de justifier pourquoi ce tournoi doit se jouer. Oui, peut-être qu'en ce moment, l'épidémie ne touche pas autant la région. Qu'en Californie, on a vu plusieurs cas, là, ça a pris de l'expansion, mais vraiment, est-ce qu'on veut prendre le risque ensuite de dire de jouer avec la santé ou les joueurs, les partisans, tous ceux qui prennent part? Donc, ça devient presque difficile ensuite avec la position qu'a pris Indian Wells. Et bien évidemment aussi, c'est en raison du communiqué qui avait été partagé par le département de la santé. Mais est-ce qu'on peut vraiment commencer justement à tenter de justifier ensuite pourquoi tel tournoi aurait lieu? Et là, ça serait vraiment de pointer par la suite. C'est de se mettre dans une position véritablement difficile pour des choses s'il n'y a pas une décision, comme tu l'as dit, qui est prise dans l'ensemble. Exact. Ben, premièrement, ça prend juste une personne qui accuse le tournoi d'avoir contracté le virus sur leur site pour porter plainte en cours, puis on parle de c'est vraiment quelque chose d'énorme. Mais là, tu regardes la semaine prochaine, il y a 2 tournois niveau Challenger. Il y en a un en Arizona pour les hommes, 125 000. C'est un gros tournoi. Il y avait pas mal de monde qui était là. Yannick Sinner, Richard Gasquet. Il y avait quand même du bon stock. Et puis, ils ont agrandi le tableau je pense, de 48 à 56, puis ont ajouté 4 autres places dans les qualifs pour le monde qui voulait y aller à la dernière minute. Et puis là, il y en a un autre sur le côté WTA, un 125 000 à Guadalajara, au Mexique. Et puis ça, c'était un tableau de 32. Ils ont agrandi ça à 56. Alors, il va possiblement avoir plus de monde qui va essayer de se pointer là. Mais là, c'est un problème parce que déjà, exemple, à Miami, ou peu importe, ils ont avisé que les voyageurs qui venaient d'autres pays, ils recommandaient qu'ils s'isolent pour 14 jours en retournant aux États-Unis. Alors, on ne sait pas ce qui va arriver dans une semaine. S'il y a des joueurs qui se pointent au Mexique, puis là, ils ont de la misère à rentrer aux États-Unis, bien là, c'est quand même une chance à prendre. Hein? Et puis, en même temps, ceux qui n'ont pas la chance de jouer ces 2 tournois-là,
ils font quoi? Tu sais, c'est vraiment, c'est pas, c'est injuste envers le circuit globalement, là, pour les joueurs globalement. Et en plus du virus, on sait vraiment où ça va aller. Alors, ces deux tournois-là ont l'air à rouler pour le moment. Et puis même le Miami Open, ils viennent juste de mettre un tweet il y a 10 minutes. « Ah, venez voir notre beau site à Miami, blablabla. » Ils essaient de faire comme si rien n'était, mais écoute, il y a pas mal de choses qui se passent là-bas pour le moment, c'est sûr. Ben, on a le droit de se demander si c'est un tweet préprogrammé, parce que me semble de faire la promotion du tournoi à ce point-ci, c'est quand même un petit peu spécial comme stratégie. Des grosses chances que ce soit le cas. Mais quand même, écoute, on regarde, on vérifie nos affaires, là, mais c'est sûr que il y a des plus gros problèmes là-bas. Et puis IMG, c'est une grosse compagnie, là, puis il y a un gros investissement dans ce tournoi-là. Et puis le propriétaire aussi qui a dépensé des millions et des millions et des millions pour refaire le site du stade de football, pour accueillir le tournoi. Là. Il y a tellement d'enjeux. Et puis dans le grand portrait, ça n'a pas rapport, écoute, puis ça se passe partout, mais pour les personnes concernées, il y a beaucoup de détails à régler. Il faut vraiment avoir quand même un petit peu de sympathie, parce que oui, c'est juste de l'argent, mais c'est pas notre argent, c'est facile à dire, hein? Ouais. Non, parce qu'évidemment aussi, il y a tous les gens, les commerces locaux. On pense, par exemple, justement, pour revenir à Indian Wells, c'est leur source de revenus annuels, le tourisme. C'est une des plus importantes périodes en ce moment. Puis là, je veux pas, ça vient de couper un peu cette... Puis ils viennent de perdre Coachella aussi. Ben, du moins, ça va être remis potentiellement à l'automne, mais c'est les deux happenings de l'automne dans cette région-là de la Californie. Puis bang, d'un seul coup, ces deux gigantesques événements-là sont annulés. Oui, écoute, je pense que Stagecoach aussi, là, puis mais ils disent qu'ils vont le remettre, mais on a regardé le langage du commentaire du tournoi, puis il y avait juste ça, là, il faisait pas d'entrevue, rien, il disait que le tournoi n'aurait pas eu lieu, là. C'était quand même spécifique comme langage, et puis il aimerait ça mettre ça à un autre moment de l'année, mais mais écoute, c'est énorme. Quand tu regardes le festival de musique à Austin, Texas, qui avait été annulé, là, je pense que c'était un 350 millions pour les coffres du gouvernement de la ville là, par année. Écoute, c'est énorme. Et puis c'est des emplois, c'est un paquet de choses. C'est inimaginable ce qui se passe maintenant, parce que regarde, on parle juste du tennis, là. C'est juste un petit morceau de l'univers. C'est le bordel. Ah oui, là, c'est certain qu'on y va au niveau micro, là, mais au niveau macro, il faut voir, c'est bien plus que ça. Tu as mentionné, Stéphanie, je vais peut-être tenter de voir un peu une piste. Ils l'ont dit, ils n'écartent pas la possibilité de vouloir remettre le tournoi à un autre moment, mais véritablement, lorsqu'on regarde le calendrier, est-ce que c'est vraiment possible? Là, on parle en plus avec une année olympique. Cette année, le calendrier semble bondé. Il y en a, on lisait, il semble peut-être dire en octobre, mais il y a cette tournée en Asie. On ne peut pas demander aux joueurs de se promener ainsi sur la planète. Déjà que le calendrier, oui, en ce moment, il ne joue pas, mais cette période de l'année, souvent, on voit les bobos qui arrivent pour les joueurs parce que c'est vraiment condensé. Puis là, avec les Olympiques, ça va être encore pire. Oui, mais en même temps, mettons, si tu regardes Indian Wells et Miami, il y a 2000 points pour les gagnants de ces tournois-là. C'est parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Hein? Et puis, quand tu regardes, pour le moment, la situation la pire, c'est en Asie, c'est en Chine. Alors, si jamais il annulait la tournée d'Asie l'automne, et puis que c'était mieux ici, mais là, en principe, en théorie, tu pourrais avoir Indian Wells à Miami en octobre. Hein? C'est possible, mais en même temps, il faut qu'ils disent, écoute, on va essayer de le mettre à un autre moment, mais comme tu dis, le calendrier est complètement chargé. Écoute, déjà, ils ont annulé les finales, les nouvelles finales de la Fed Cup en Hongrie à mi-avril, et puis tous les tournois de qualification, exemple, je pense que le Canada s'en allait en Serbie en avril pour essayer de se qualifier pour 2021. Tout ça est annulé. Il y a un paquet d'ITF en Turquie, ils ont annulé ça jusqu'au mois de mai. Il y en a un paquet en Italie, des 25 000. Écoute, les joueurs qui tentent de rouler leur boss sur le circuit professionnel, ils dépendent de ces tournois-là. Puis déjà l'an dernier, avec tous les changements qu'ils ont fait à ce niveau-là, ça a tout perturbé. Et puis là, le monde a commencé à retourner à jouer. Puis là, tout est annulé. Écoute, même j'ai un ami qui joue un tournoi senior, un grand tournoi, un grade A, le top niveau à Menton en France, qui est à 3 kilomètres de la frontière de l'Italie. Et puis, ils ont commencé le tournoi lundi. Certaines catégories avaient commencé. Et puis là, ce matin, ils ont annulé le tournoi. D'accord. Ouais. C'est des centaines de personnes qui se sont présentées en France pour aller jouer, mais il y a une directive de la Fédération française de tennis qui dit non, on annule tout. Et puis, c'est tout. Tournoi junior, tout est en jeu. Puis, comme je dis, je pense qu'on n'est pas loin de vraiment une décision à prendre
écoute, fermer les portes pendant une couple de mois jusqu'à temps qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Sachant qu'on prend des précautions comme celle-là, il n'y a quasiment pas à douter que Miami et le début de la saison sur terre battue, à tout le moins, on peut faire une croix là-dessus. Puis ensuite, tu as parlé un peu de reprogrammer à une date ultérieure, Max, à l'automne. Ça serait un peu ridicule qu'on en arrive à presque une dispute entre les différentes organisations de tournois, de savoir pourquoi est-ce que ça serait toi plutôt que moi qui profite de cette fenêtre de 2 semaines-là qui s'ouvre au mois d'octobre. Ça serait quand même un petit peu particulier qu'on en arrive là entre les tournois. Ben oui, et puis finalement, ceux qui prennent les décisions du côté de WTA, ATP, c'est pas évident leur affaire. Hein. Ils ont tellement d'intérêt à gérer. Et puis un autre élément de ça qui est pas à dédaigner, c'est que la tournée en Asie et puis les finales à Shenzhen, en Chine, pour la WTA, là, écoute, ça, là, c'est majeur. Et puis déjà, point de vue budget, point de vue financement, ils sont vraiment borderline en bon français. Et puis, si jamais tout ça n'a pas lieu cette année, là, c'est même pas fou de dire que la WTA pourrait faire faillite. Là. C'est à ce point-là. Ils sont vraiment, comme je dis, sont tête déjà là. Et puis, s'ils perdent cette grande source de revenus, déjà juste le tournoi de fin d'année, je pense que c'est peut-être 35% de leurs revenus. Juste avec cette semaine-là, c'est majeur. On parle même pas des joueurs qui peuvent pas gagner leur pain, là, mais c'est du côté de l'organisation, grosso modo, c'est critique. En tout cas, toi, on sait que c'est une partie du calendrier durant laquelle tu voyages beaucoup, donc c'est un retour à Montréal qui s'en vient pour toi par la force des choses. J'imagine, comme tout le monde, tu es en attente, mais en me disant qu'il y a des bonnes chances que tu voyages moins pour couvrir les tournois pour le printemps, pour ce qui s'en vient. C'est sûr, et puis c'est ironique, hein, parce que les championnats du monde de patinage artistique sont à Montréal, et puis en principe, j'allais être ici à Indian Wells, puis j'allais les manquer, puis je voulais vraiment aller voir, amener ma nièce, puis j'aime ça là, comme spectatrice, là, pas comme journaliste. Et puis je disais, au moins je vais pouvoir aller voir ça, puis là, ça a l'air que c'est en grand danger, ça aussi, là. Écoute, c'est vraiment pas un problème du tiers-monde, mais quand même, c'est comme, wow, la réalité frappe assez vite. Oui, ça frappe véritablement toutes les sphères, mais encore une fois, Stéphanie, on va te remercier pour ton intervention sur place, en fait, même. Écoute, il fait très, très beau aujourd'hui, puis c'est drôle parce qu'hier, il y a plu toute la journée, et puis la semaine dernière, quand on regardait la météo, on dit le mardi du tournoi avec les qualifications, ça va vraiment pas être beau, ça va être si plate, il va pleuvoir toute la journée, puis finalement, avoir su que ça aurait été le cadet de nos soucis, il y a une semaine, c'était impensable. Oui, c'est un moindre problème par rapport à toute l'ampleur de tout ça. Bien, on te remercie beaucoup d'avoir discuté de tout ça avec nous, puis de nous avoir fait profiter de ta bonne connaissance de cette situation-là en ayant été aussi proche dans les derniers jours, Stéphanie. OK, bon courage à tout le monde. Merci à toi aussi. Bye. Salut. Ouf, je pense qu'à ce point-ci, après cette conversation-là, on peut se demander s'il ne nous reste plus qu'à regarder des reprises de matchs pour l'avenir à court et à moyen terme, Max. Oui, c'est certain. Puis on a beau être amateur de tennis ou amateur dans le cas présent, peu importe quel sport à travers le monde, les événements qui sont annulés, il faut penser aussi en premier à le facteur santé. C'est quand même ce qui demeure le plus important, le plus primordial. Puis oui, on annule pour les partisans, pour les joueurs, mais véritablement pour tous ceux qui sont autour de ces organisations-là. Donc oui, pour les prochaines semaines. Et le mentionné avec Stéphanie, on est seulement les trois à en avoir discuté. Ça se discute un peu partout en ce moment. Il n'y a aucune décision de prise. Mais c'est véritablement, comme tu l'as dit, l'incertitude qui plane en ce moment, elle ne peut pas durer éternellement parce que pour les joueurs, il y a tellement d'impliqués. Simplement pour les déplacements, Stéphanie l'a bien mentionné d'ailleurs, les organisateurs de tournois, comment gérer le tout, est-ce qu'ils doivent se préparer justement à avoir des soins particuliers ou des dispositifs particuliers pour le tournoi comme Indian Wells l'avait fait. Seulement le 6 mars avant, Stéphanie l'a mentionné, il y avait des dispositions sanitaires supplémentaires. On mentionnait que les joueurs allaient conserver avec eux en fait leur serviette. C'est seulement eux qui allaient la toucher et non pas les coureurs de balle comme on voit habituellement. Les coureurs de balle d'ailleurs qui allaient porter des gants. Donc des mesures étaient quand même prises en essayant de vouloir disputer ce tournoi. Mais si on en arrive là, justement, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution qui est envisagée ou il dit justement qu'on ne peut pas prendre de chance autre. Ouais, avec le recul, c'était de belles intentions, tout ça pour réduire le risque. Mais finalement, je pense que quand on regarde un portrait global de la chose, ça s'est tellement envenimé cette situation-là dans les dernières 72 heures
que je pense que c'est le choix logique, le choix sage. Puis c'est à se demander rendu là, si jamais des tournois ont lieu, il va y avoir tellement de compromis qui vont devoir être faits à gauche et à droite. On parlait du voyagement des joueurs, mais imagine quelqu'un qui, après un tournoi, retourne dans son coin du monde et puis que lui a une restriction, par exemple, de 2 ou 3 semaines avant de voyager vers une autre destination. Ben, tu fais quoi? Tu es désavantagé par rapport à tes rivaux. Tu vas perdre des points au classement juste parce que, par exemple, tu viens du Japon puis il faut que tu retournes en Europe un peu plus tard dans le mois. C'est vraiment particulier comme situation. Exactement. Ça serait de voir aussi dans quelle mentalité les joueurs et les joueurs se présenteraient aux différents tournois dans les zones X, Y ou Z. Pour eux, ils ont droit à avoir cette inquiétude aussi que le virus peut être présent, qu'il y a des possibilités de le contracter aussi. On l'avait vu il y a quelques années pour les Jeux olympiques avec le virus à l'époque. Ça peut faire véritablement partie de leur état d'esprit. Donc, est-ce qu'ils voudraient se présenter tout simplement à ces tournois et dans quel état d'esprit ils seraient en mesure de jouer? Même imaginer un tournoi de tennis disputé à huis clos. Le sport en soi, ça demeure un spectacle. C'est fait pour quelqu'un, pour qu'on puisse, oui, le regarder, mais y assister également. Donc, est-ce que ça enlève un peu tout ce charme qu'on peut retrouver à un tournoi de tennis, de voir des gradins vides? Je trouve qu'en quelque sorte, oui. Et si on ajoute le facteur santé ensuite, je crois que le mieux, c'est de prendre prendre du temps et de tenter d'avoir les meilleures chances de leur côté et de s'assurer vraiment d'être prudent dans ce dossier. Ben, si ça demeure un gros mystère de savoir si on va pouvoir se mettre du tennis ou n'importe quel sport majeur sous la dent de sitôt, ça semble un peu futile, mais on pourrait un peu parler de Leilani Fernandez qui était, avant que cette vague du COVID-19 nous emporte, mais qui était l'histoire des dernières semaines avec sa finale à Acapulco contre Heather Watson, puis ensuite son quart de finale contre Elina Svitolina au Mexique aussi, à Monterrey, quelques jours plus tard. C'est fou à quel point elle gravit vite les échelons, celle-là, Leilani. Ouais, véritablement, elle est déjà rendue 118e au monde en ce moment. Et on avait discuté avec Stéphanie lors de notre dernier épisode. Elle était sur place, elle amorçait tout simplement le tournoi d'Acapulco et on se disait alors, c'est du bonbon tout ce qu'elle peut faire. Je ne serais pas étonné, à ce moment-là, elle a disputé son match de deuxième tour, puis ce serait nullement décevant. C'était de l'extra. Déjà, exactement, c'était déjà de l'extra, elle qui avait dû passer par les qualifications et finalement qui parvient à se rendre jusqu'en finale. Il faut le dire, elle a disputé toute une finale contre Watson. C'était un excellent match. Deux joueuses véritablement qui ont bataillé. Oui, Watson a eu l'avantage à la troisième manche, mais c'était de voir le niveau de combativité d'Annie Fernandez. Véritablement un haut niveau. Mais en même temps, est-ce qu'on est surpris? Chaque fois qu'on a parlé d'elle, c'est vraiment cette mentalité de guerrière sur un terrain qui ne laisse jamais tomber. Le nombre de balles de bris qu'elle est en mesure de sauver. Et là, pas nécessairement contre Watson, mais ce match aussi contre Svitolina, les balles de match, les balles de bris qu'elle a sauvées. Quand même, toute une performance de notre Canadienne. Pas entièrement surpris, parce qu'évidemment, on la connaissait un peu comme ça déjà avec les performances qu'elle a eues récemment. Mais quand même, j'en reviens pas à chaque fois à quel point, avec si peu d'expérience, elle peut gérer comme ça les points importants, les jeux importants dans un match. Tu l'as dit, 5 balles de championnat sauvées pour ensuite remporter le deuxième set contre Watson à Acapulco. Contre Svitolina, ça a été ça aussi. Là. Il y a eu des moments où elle avait le dos au mur, des balles de bris en deuxième manche qui auraient signifié possiblement la fin du match, mais elle revenait fort. Puis honnêtement, c'est un 6-4, 6-4 contre Svitolina qui a joué une semaine absolument sans reproche. Là. Elle qui ne jouait pas du très bon tennis, l'Ukrainienne depuis le début de la saison, a vraiment été très bonne. Elle n'avait pas échappé un seul set avant la finale contre Bushkova finalement. Mais de voir comment elle a pu la tenir, puis installer son jeu contre elle était numéro 7 mondial, mais elle a réintégré le top 5, Svitolina. De voir à quel point elle pouvait la tenir dans l'échange, c'est vraiment impressionnant. Puis ça me fait dire que son objectif d'être dans le top 100 avant la fin de 2020, mais finalement, elle devrait réajuster le tir puis peut-être viser le top 50 finalement. Mais ça, c'est vraiment conditionnel à un paquet de choses dont on vient de exactement. discuter. J'ai l'impression que l'objectif, ce ne sera pas si Leila en fait en mesure de cette performance, est capable de percer le top 100, mais c'est tout simplement selon l'allure du circuit et les activités qu'il va y avoir cette année là, pour le sud du classement. C'est là que ça va se jouer sans doute pour cet objectif, on dirait. Mais ce qui est impressionnant aussi avec Leila, c'est de voir à quel point le virement était rapide entre la joueuse qui a remporté seulement un match à la Coupe pas remporté un match, mais remporté un seul point dans son match de Coupe Rogers, son baptême véritablement cette WTA. Et là, dans les grands moments qui semblent nullement nerveuses, en fait, si on se souviendra de ce match contre Bushkova à Toronto, c'était normal, briser la glace devant ses partisans aussi. C'était normal qu'elle soit nerveuse, mais le niveau semblait véritablement énorme entre elle et son adversaire. Et là, capable de jouer, on l'a vu contre Bencic, mais on se dit c'est peut-être un match, parfois une journée donnée, très bon match. Mais là, elle enchaîne véritablement les résultats contre des joueuses, oui, du top 200, mais du top 100 également. Elle a quand même battu Sloane Stephens, oui,
connaît des moments un peu plus difficiles, mais ça demeure quand même une championne. En revenant d'un set de retard, là, des fois, ça peut démoraliser une joueuse de perdre au prix d'égalité la première manche, mais non, elle lui revient avec un 2-6-3 consécutif pour gagner le match. Ça donnait quand même une idée d'à quel point elle peut être une gamer, Leila Annie Fernandez. Ça montre aussi à quel point elle est bien préparée sur le plan physique. Après un long tournoi à Acapulco, elle a dû passer par les qualifications, une finale qui était très relevée, très longue également, être en mesure d'enchaîner ensuite à Monterrey avec d'autres matchs difficiles, mais elle semblait tenir physiquement. Là. On a simplement mentionné, c'est Svitolina qui a joué de l'excellent tennis lors de ce match quart de finale. Donc, Canadienne qui était capable de tenir physiquement, ça aussi c'est impressionnant à 17 ans seulement. Oui, effectivement. Puis, ce qui s'est passé d'autre, si on veut, dans la dernière semaine ou deux, dans le tennis, qui s'est bel et bien joué. Là. Ouais. On peut parler un peu de la Coupe Davis, des qualifications de la Coupe Davis. Il y a eu quelques victoires surprises, si on veut, dans les pays qui se sont qualifiés pour les fameuses finales de la Coupe Davis qui sont à Madrid à l'automne, encore conditionnellement. Mais bon, on est rendu là à mettre un astérix à tout ce qu'on dit. Exact. Mais ouais, on peut mentionner notamment qu'il y a l'Équateur qui a eu une victoire surprise. Quand même, le Japon qui n'y sera pas. Mais il faut dire que Nishikori et Nishioka n'y étaient pas ni un ni l'autre. Oui. Il y a aussi l'Argentine qui a été un défait surpris. Mais encore là, on parle de joueurs de gros calibre qui n'y étaient pas pour les C'est quand même contre la Colombie. On leur lève notre chapeau. Puis aussi la Belgique, elle, qui a été vaincue contre la Hongrie. Mais la Belgique qui n'avait pas David Goffin. De son côté, la Hongrie, c'est Martin Fucsovic qui a transporté son pays, lui, sur ses épaules en remportant ces 2 matchs de 5 étaient véritablement importants, dont le 5e, en fait, bris d'égalité. C'est certain aussi que cette période de qualification, c'est là qu'on voit, ce ne sont pas tous les joueurs, encore une fois, qui y sont présents. On a vu l'an dernier les grandes têtes de série être présents pour cette première finale de Coupe Davis version 2.0. Mais pour les qualifications, on a revu, le même pattern se répéter. En fait, les grands noms n'y sont pas. Donc, on parle, oui, pour la Belgique, Goffin n'y était pas, mais l'Argentine, il n'y avait pas de Schwartzman non plus. On sait, en état de santé de Potro, lui, de son côté, ça se pose pas la question. Puis, côté de la Serbie qui s'inclinait contre la République tchèque, évidemment, on n'avait pas de Djokovic non plus, mais il n'y avait pas de Dusan Jalovic. Donc, c'est pas nécessairement les grands noms, les premiers joueurs de chacune des nations qui étaient présents pour ces qualifications. La Serbie, qui, elle, reçoit cependant une invitation pour ces finales de la Coupe Davis. Puis c'est la France également qui vient compléter un peu pour le moment le portrait. On vous rappelle que les 4 demi-finalistes de l'an dernier, dont fait partie le Canada, l'Espagne, le Canada, la Russie et la Grande-Bretagne, sont déjà assurés de jouer les finales de la Coupe Davis si elles ont lieu. Oui, exactement. Je pense que c'est le mot d'ordre pour aujourd'hui. C'est vraiment un gros si et incertitude si on veut relever nos deux mots de cet épisode. Ça fait une drôle de note sur laquelle terminer l'émission, mais je pense qu'on en est là. On se demande un peu ce qui va se passer dans les dernières semaines. La prochaine fois qu'on va être avec vous pour discuter tennis, est-ce qu'on va discuter de match ou encore de cette situation qui est précaire? Mais ça reste à voir, ça, Max. Exactement. Puis on vous invite à suivre évidemment tous les développements un peu qui vont suivre sur Twitter, mais également rds.ca. On vous tient au courant avec les nombreux articles, reportages également pour surtout ce qui se passe sur le circuit tant de l'ATP, WTA, également des Challengers. Donc, on vous invite à nous suivre et tenter de rester à l'affût de ce qui va se dérouler pour le monde du tennis. Salut Max, puis salut à tout le monde. À bientôt, on l'espère en tout cas. Oui, à bientôt. Salut.